Ah ouais, ça y va, d'accord. Direct, elle tire sur son date, là, ça... C'est pas très gentil. Bien, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je suis de retour encore. Fut un temps, je faisais des vidéos YouTube et c'était très chouette. Sur Reddit, il y a une communauté intitulée Confession. C'est donc des gens qui se confessent, des inconnus, à travers leur pseudo. Et j'ai envie qu'on aille voir ça ensemble et qu'on réagisse. Alors, mon date éclaté et ma boulette. Je pense qu'il y a moyen qu'on rie sur celui-là. Je trouve un petit mec sympa sur Tinder, ça colle et on décide de se rencontrer au bar. J'arrive 5 minutes en retard, pas de quoi en faire un drame. Alors que je m'attendais à quelqu'un d'assez mignon, quelle ne fut pas ma désillusion en voyant cette grande asperge mal fringuée qui tire la gueule parce que je suis en retard. Ah ouais, ça y va, d'accord. Direct, elle tire sur son date, là, ça... C'est pas très gentil. Après une bise froide et sans saveur, je me dis que peut-être un petit verre fera mieux passer la chose. Je cerne très vite le personnage, ingénieur vide et sans grande personnalité, avec une fâcheuse tendance à couper les gens pour enchérir avec une histoire pétée, très fermée d'esprit. Le mec n'est jamais d'accord avec toi, mais a une rhétorique d'huître, bref, un calvaire. Ok, ça clique pas du tout. Genre au bout de 5 secondes, elle a su que c'était mort. Enfin, elle, Will. Je crois que c'est une fille qui crie, je ne sais pas. Il était entendu qu'il dorme chez moi, comme il vit à 40 minutes de route, mais un peu la flemme de passer la soirée avec lui, alors je l'invite poliment à ne pas boire afin qu'il puisse se casser. Ce qu'il ne fait pas. En même temps, c'est super dangereux, faites pas ça. Faites pas... Évitez... ça fait un peu vieille icône de dire ça, mais c'est super dangereux d'aller chez des gens qu'on connaît pas et d'inviter des gens qu'on connaît pas comme ça chez soi après un premier date et tout. C'est dangereux. Je tenais quand même à le dire. Changement de stratégie. Le détruire pour qu'il se couche tôt. À la sortie du bar, qui fut une épreuve très longue, je contacte mon gros. Mon gros ? Je l'emmène avec moi toper. Ça veut dire quoi ? J'ai l'impression d'avoir 40 ans. Je contacte mon gros, je l'emmène avec moi toper. Je ne comprends pas. En arrivant chez moi, il critique mon appartement, trop petit et pas assez meublé. Bref, ok, la personne est désagréable et je retire tout ce que j'ai dit. La personne est détestable et mérite tout ce que cette personne écrit. Très vite, l'envie de l'éclater monte. J'adore comme elle décrit vraiment bien ses émotions en mode... Enfin, je sais pas, elle écrit bien en vrai. Enfin, elle décrit bien ses émotions. Je dirais pas qu'elle écrit bien, mais elle écrit bien ses émotions. On s'y voit, on le ressent. Je lui avais promis avant notre date de lui faire un bon repas. Je prépare donc mes petites aiguillettes de canard. Il critique ouvertement en disant qu'il aurait mieux fait. Oh, je rentre en mode énervé de la force. Il m'avait confié qu'il ne fumait pas souvent et qu'il était assez sensible. En prenant compte de ces informations, je lui ai roulé un royal dosé sévèrement. Ma stratégie opère, il est 23h30, il est bien mort. Je le couche donc avec toute la bienveillance qui convient sur mon canapé et fond son lit avec mon ordi. Bon, à ce moment, j'étais frustrée parce que j'étais censée vivre une tartinade de qualité plutôt qu'un date éclaté. Une tartinade, mais... J'avais jamais entendu ça, tartinade de qualité. Alors je décide de me faire un petit plaisir. Bref, ok. Je lance une petite vidéo sympa, mais aucun son ne sort de mon téléphone. Je monte petit à petit jusqu'à entendre des cris équivoques venant du salon. J'avais laissé mon enceinte Bluetooth sur le canapé. Bref, j'ai tué mon date avant de le ressusciter sur fond de gangbang. Oh non! Et le canard était hyper bon, je vous assure. Oh my god! En vrai, c'est cocasse de ouf. C'est gênant, c'est horrible. Y a rien qui va, la personne est désagréable, elle est dans tes pattes, tu peux pas t'en débarrasser. Et en plus, tu fais une boulette. Bah ça, c'est de la confession. Et ça, c'est la confession à laquelle je m'attendais vraiment en ouvrant ce topic. Les trucs un peu gênants, mais sans gravité. L'histoire de mon sourire espiègle, que j'ai en vrai et que j'ai reproduit sur mon avatar. Ok, ça m'intrigue beaucoup, ce titre. Qu'est-ce que le sourire espiègle ? Moi, je pense toujours au sourire du Joker. J'espère que c'est pas ça. Et apparemment, on est dans la catégorie famille. Salut, j'aime beaucoup dans la vie pincer les lèvres et sourire d'un seul côté. Ça, c'est comment ? Je sais pas le faire. Ah, comme ça, c'est pas vraiment. Bon, ok. C'est une forme de personnage que je me suis créée. Ça rend mon visage plus carré, mais derrière, il y a une histoire barrée. Mais ça va être très court apparemment. Ma mère s'est remise, elle est entièrement guérie aujourd'hui d'une maladie grave, le Guillain-Barré. Je me demande s'il a fait exprès de dire que c'était une histoire barrée juste avant, ou si c'est juste une coïncidence pure et simple. Maladie auto-immune qui lui a paralysé la moitié du corps, dont du visage. Ok. Je connaissais cette maladie, mais je connaissais pas du tout le nom. Si je souris ainsi, c'est donc en hommage à ma mère. Tant qu'elle avait sa maladie, je faisais comme le garçon de l'œil du loup de Pénac, je n'avais pas lu ce livre, qui fermait un œil pour soulager le loup borgne. C'est mignon en vrai, c'est adorable. L'idée était de ne pas la narguer avec mon sourire entier et limité par amour. Puis, quand c'est devenu un lointain souvenir, je me suis rendu compte que je n'étais pas toujours aimable avec elle. Alors ce sourire me rappelle qu'elle a une santé fragile et que je peux la perdre à tout moment, et que la maladie fait partie de nos vies. Je porte cette trace en moi qui fait entièrement partie de mon identité. Je n'imagine pas Éméralopique, moi, c'est un pseudo qui se donne, sans ce sourire. C'est très symbolique, mais je tenais à en parler car peu de gens connaissent l'histoire de ce sourire que pourtant beaucoup ont vu. En vrai, c'est pas un truc gênant, un truc bizarre. C'est ce à quoi je m'attendais en réalité en allant dans ce topic de confessional, mais c'est pas du tout... c'est vraiment adorable, c'est plein d'empathie en fait, d'empathie envers sa mère, d'amour. C'est adorable, je ne dirais que ça, c'est adorable.
Un autre titre qui m'interpelle, rêve ou réalité. Contexte, je devais avoir 6 ou 7 ans quand ça m'est arrivé et j'habitais dans une maison nouvelle. La maison a été construite il y a pas longtemps. J'étais dans un mini quartier assez calme donc il ne se passait jamais rien. En face de chez moi, il y avait une maison qui était habitée. Sorry, j'ai du mal à lire parce que c'est rédigé avec pas mal de fautes, mais c'est pas grave. Quand on était arrivé, ça s'était bien passé avec les voisins, donc il y avait un bon niveau de voisinage. J'ai une sœur et 2 frères. Dernière chose est qu'en fait, il y a un grand couloir dans ma maison, en mode avec les chambres sur le côté, et il y a la salle de bain au fond du couloir avec ma chambre à droite et les toilettes un peu plus loin. Je visualise à moitié ce qu'il dit. Alors, la journée. Pendant toute la journée, j'étais restée avec l'un des voisins. On jouait à plein de jeux stupides en mode jeter des cailloux sur des voitures, regrettable. Et on avait l'une des meilleures idées qui était de jouer à Charlie Charlie. Du coup, pour ceux qui connaissent pas les règles de ce jeu stupide à ne pas refaire, c'était de prendre une feuille et d'écrire sur les mêmes verticales yes et sur les 2 autres no. Donc ça faisait un plus. On devait mettre 2 crayons, un à la verticale et l'autre par-dessus à l'horizontale et dire Charlie Charlie et tu l'as. Et normalement, le crayon bouge sur yes ou no, si ça marche bien sûr. Du coup, on souffle dessus, bref, on rigole. Plus tard, car on a joué assez longtemps à ce jeu stupide, nos parents nous appellent pour qu'on rentre chez nous, ce qu'on fait. Je vais manger et puis je vais me coucher. La nuit. Avant, j'étais dans la même chambre que l'un de mes frères. Il était parti chez un ami dormir, et ma sœur aussi. Il restait donc mon petit frère et mes parents. Pendant la nuit, je me suis levée en sueur, comme si j'avais fait un cauchemar alors que ce n'était pas le cas. J'avais une grosse envie d'aller aux toilettes pour faire mes besoins. J'adore le contraste d'écriture, à un moment donné, ça va être un peu un raccourci, pas vraiment ponctuation, et puis à un moment donné, ça va être j'avais une grosse envie d'aller aux toilettes pour faire mes besoins. Distingué, c'est distingué. J'ai donc direct pris ma DS et j'y suis partie. J'ouvre délicatement la porte de ma chambre pour éviter de réveiller mes parents, et je me faufile à l'intérieur des toilettes que je ferme à clé. J'ouvre ma DS pour y jouer et je m'endors sur le trône avec ma DS dans les mains. Je n'arrive pas à croire ça. Non. Qui s'endort sur le trône de 1 et qui s'endort en jouant sur le trône? Ça me paraît gros, mais d'accord. Pour la suite de l'histoire, admettons. En même temps, je vois pas pourquoi il m'ouvrait, mais bref. Il devait être minuit quand je me suis endormie. Je me réveille plus tard par des bruits qui provenaient de ma chambre qui était juste derrière le mur. C'était des bruits comme si on fouillait. C'était un peu partout dans ma chambre, en mode ça fouille dans le placard, dans les caisses à jouets, etc. Je prends peur sur le coup car mon frère n'est plus à la maison et mes parents dorment et mon petit frère est trop petit pour pouvoir ouvrir une porte. Du coup, je prends peur et je reste enfermée dans les toilettes. Il devait être entre 3h et 4h du matin. Pour moi, avant l'heure des fantômes, c'était minuit et après c'était tranquille. Eh bien, sur le coup, non. Je n'ai pas réussi à me rendormir et j'ai joué à ma DS. En même temps, pourquoi tu veux te rendormir dans les toilettes? Mon père se lève toutes les semaines à 6h du matin pour partir au travail. J'ai donc attendu 6h, jusqu'à 6h, pour vite me fouiller dans ma chambre avant que mon père ne me voie. J'ai entendu son réveil et je suis sortie. En sortant, il y a la salle de bain juste en face et une fenêtre qui était en face, qui était assez haute car ma maison avait 2 étages. Du coup, la probabilité de voir une bête ou quelque chose à cette hauteur de fenêtre était très peu probable. Je suis sortie en face de cette fenêtre et je ne sais pas pourquoi, mais mes yeux se sont mis directement à regarder la fenêtre comme si j'étais attirée et j'ai vu ce visage palme. Palme? Je m'attendais à un visage blême, visage palmé, ce visage d'une femme avec des yeux qui sortaient de leur orbite et des cernes tellement intenses. Des cheveux noirs très longs. J'ai pris peur en la voyant et je me précipite dans mon lit sous ma couverture en attendant que mon père se lève. Maintenant. Depuis, je me pose toujours la question de savoir si c'est mon imagination ou si j'ai ouvert sans le vouloir une porte. Après ça, je ne pouvais plus aller dans une salle de bain toute seule ou ouvrir les volets de ma chambre. Après aussi, j'ai fait beaucoup de cauchemars dessus. Ça s'est arrêté il n'y a pas longtemps. C'est doit faire 3 ou 4 mois que j'ai arrêté de faire des cauchemars et je peux maintenant aller dans une salle de bain seule et pareil pour les volets. Franchement, j'ai un doute sur l'histoire. Parfois, la façon dont elle est rédigée, on dirait qu'elle écrit une histoire. Après, je sais qu'il y a des personnes qui vivent ce genre de choses. Moi, je sais pas où je me positionne. J'y crois pas trop. Et en même temps, si vous me mettez dans une maison prétendument hantée au milieu de la nuit, je vais avoir peur. Donc, je ne sais pas. Mais c'est bien badant. Là, en lisant ça, je me disais, mais est-ce qu'on est sur Confessionnal ou est-ce qu'on est sur un thread d'horreur Reddit, là? Une sombre histoire de Hamac. Ça aussi, ça m'interpelle comme titre. Franchement, les titres sont bons là. On commence à tomber sur des petites pépites, j'aime beaucoup. Confession d'enfance. Les confessions d'enfance, ça peut être très très drôle. Et ça peut être très culpabilisant aussi. Quand j'étais jeune, avec mon père, nous sommes allés à une crémaillère et c'était vraiment chiant. Il y a que des gens qui s'ennuient sur c'est pas possible. Personne ne passe un bon moment. En même temps, pour venir se confesser après, vous allez me dire, c'est évident. Sauf que les gens chez qui on était invités avaient un grand terrain avec un hamac au fond du terrain. Comme personne n'allait dans ce hamac, j'y vais et je me retrouve seule devant ce hamac. Et là, mon esprit d'enfant de 8 ans a pris le dessus. Et j'ai donc sauté sur le hamac, mis une des cordes à casser. Ayant extrêmement peur de me faire gronder par mon père devant autant de monde, je décide donc de faire un nœud pas trop solide pour que la prochaine personne qui s'assoit croit l'avoir cassé à la fourberie. Comme il y avait tout plein de monde et que c'était sûr que quelqu'un allait s'asseoir, c'est arrivé. Une personne
Une personne s'est assise, le hamac a cassé, puis la personne est allée s'excuser au propriétaire du hamac, c'est horrible. J'espère au moins que c'était un adulte, parce que c'est... Imaginez un autre enfant qui a rien fait et qui vit le truc de manière très injuste, comment créer des traumas. D'un côté, je me réjouissais que mon plan ait aussi bien marché, mais aussi que la personne ne se soit pas fait mal, et je tiens surtout à m'excuser pour cet inconnu. Voilà, c'est juste pour dire qu'il y a plus de 10 ans, j'ai fait des choses bien idiotes, mais que ça s'est quand même bien fini. Et il y a quelqu'un qui répond en mode il entre dans le personnage. Espèce d'enfoiré, je croyais que je l'avais cassé. Bah aussi, c'est mignon, c'est gentillet. J'adore ma vie. Attention, ça a l'air très ironique, évidemment. Bon, je viens de... Je sais pas pourquoi ça me fait rire déjà ce genre d'entretien, genre bon, je viens de repenser à un truc qui s'est passé l'année dernière au service national universel. C'est une sorte de camp qui t'apprend les valeurs de la France, pardon. C'est une sorte de camp qui t'apprend les valeurs de la France, quelque sorte, mais passons. Au SNU, il y a une première phase dans laquelle on fait un séjour de 2 semaines avec d'autres gens qui ont entre 15 et 17 ans. Je m'égare, mais bref. Sachez que souvent, les douches sont communes, genre il y a une salle et 6 cabines, et vous vous démerdez pour tous vous doucher à tour de rôle. Un jour, je vais me doucher après avoir entendu 30 ans, et je vais dans une cabine où il y a une plaque d'évacuation d'eau, et je commence à me doucher, et à un moment, l'eau au sol commence à devenir jaune. Ouf. Oui, c'est de la pisse. Le petit con qui prend sa douche à côté de moi vient de pisser sous la douche. Du coup, je m'accroche entre les parois de la cabine tout en le traitant de tous les noms pendant qu'il se tape un fou rire. J'ai jamais su qui c'était, et voilà, je m'ennuyais donc je pose ça là. Oh, pour moi, c'est pas une confession. Voilà, non, je n'ai pas aimé cette confession. Mais j'adore les catégories comme ça, petits méfaits. Quand j'étais petite, j'avais une amie qui venait de France le week-end car ses parents étaient divorcés. Son père habitait en Belgique et sa mère en France. On était à un vrai lieu de diable avec mon grand frère et on faisait croire à cette fille que pour s'envoyer des musiques par Bluetooth c'était payant. Oh non, et l'époque où on s'envoyait des musiques par Bluetooth. Mon frère faisait semblant d'aller acheter des cartes chez le tabac libraire qui coûtait 7 € par musique. Oh, elle payait. Et nous on trouvait ça drôle et en plus on faisait un petit profit, on a fait ça 2-3 étés. Puis après on a grandi, je lui ai expliqué la supercherie. On est toujours amis avec elle. Ok, des petits arnaqueurs quoi, tout petit banditisme. Comme quoi il n'y a pas d'âge, hein. Mais ça se termine bien, c'est une petite supercherie d'enfants, ils sont toujours amis, donc ma foi. Ah non. L'autre jour, j'étais chez mes parents avec mon copain et j'étais constipée, mais bien constipée. La précision, j'ai honte. D'un coup, à la fin du repas, je me sens mal et je vais aux toilettes. Je chie un truc énorme. Je tire la chasse 5-10 fois, ça ne part pas. Je mets du produit et tout, ça sert à rien. Le truc, c'est un bras d'enfant. Oh my god, c'est horrible. C'est horrible. Je crois que ouais, ça peut être une des pires hontes, c'est terrible. Les toilettes, c'est un moment de vulnérabilité. On ne veut pas que ça nous arrive. Comme je suis désespérée, je sors des toilettes. Je vais voir mon père et je lui explique le problème. Il vient voir et s'exclame sur la taille du truc. Du coup, mon copain vient voir et ma mère aussi, c'est pas vrai. Du coup, il y a 3 personnes penchées sur mon caca qui se demandent comment le faire partir. Non, c'est horrible. Je ris, mais c'est horrible. Pour faire court, mon papa a touillé mon caca avec un bâton qu'il utilisait jusqu'alors pour touiller la peinture et je suis traumatisée. Plus jamais je fais caca chez eux, c'est terrible. Et les commentaires, ça me tue, faut toujours avoir un couteau à caca dans le doute. Je vois qu'il y a des connaisseurs. Ça existe la tronçonneuse à caca, mais c'est terrible. Oh non, c'est terrible. De l'art du boudin finalement, c'est... Oh, bah, ça me dégoûte, je suis désolée. Alors celle-ci elle est très courte, limite tout est dans le titre. Quand j'étais petit et très con, je jetais les bouts de viande que je ne voulais pas manger dans l'assiette de ma sœur qui elle détestait ça, depuis elle est végétarienne. Elle m'a pardonné depuis mais elle avoue que ça l'a motivée. J'allais dire, il a causé son végétarisme, non pas que ce soit une mauvaise chose, mais il a été un élément déclencheur de son végétarisme. Oula, j'ai peur de ce titre, ça date d'hier, désolé mamie Annie. Hier, j'étais invitée aux 80 ans du grand-père de ma petite amie. Lorsque nous étions à la terrasse en train de prendre l'apéritif, j'ai lâché un silencieux atroce que j'ai directement senti. J'étais assise. Ma copine a senti quelques secondes plus tard, elle a été dégoûtée et m'a demandé si j'avais pu lâcher un truc assez horrible. J'ai répondu que c'était mamie Annie, 82 ans, assise à côté de moi, qui avait sûrement pété, c'est passé comme une lettre à la poste. Un classique, j'ai envie de dire, hein, les gens qui s'accusent de péter. Alors celui-ci c'est un petit méfait apparemment. Ça fait plus de 3 mois qu'on coupe l'eau chaude lorsqu'un de nos colocs prend des douches, enfin plutôt des saunas. Demain il appelle le proprio car ça commence à être relou, du coup on a prévu d'arrêter de couper l'eau pendant 2 semaines puis recommencer après. On prévoit de lui dire que c'est des genoux qui faisons ça vers mi-juillet pour l'instant et il comprend pas, même si on lui balance souvent que vu la chaleur il a pas besoin d'utiliser autant d'eau. Et c'est horrible parce qu'en plus c'est vraiment une coloc qui est montée contre l'un des colocataires. Et le pauvre, il est complètement clueless, il se doute de rien, il pense qu'il y a un vrai souci. Là, c'est vraiment un cas de dindon de la farce.
Disparition ninja, pas vraiment une confession mais plutôt une confidence sur un date claqué inspiré par un post d'hier. J'ai envie de lire quand même s'il dit que c'est pas vraiment une confession, parce que la confession sur le date était vraiment drôle. J'allais dire nous avait fait beaucoup rire, mais vous je ne sais pas, mais moi j'avais... moi ça me fait rire. Bref, ultime date que je vous raconte et après disparition ninja. Pas forcément impressionnant, je dis ça car des fois j'ai l'impression qu'il faut au minimum une prise d'otage pour obtenir le statut de date claqué. Mais je pense qu'il mérite d'être raconté. Ça commence par un match avec Valentine, 31 ans. Cette nana qui te répond juste coucou alors que tu lui as posé une question bien construite, qui reste silencieuse pendant des semaines et qui répond finalement juste hey des mois après pour te relancer. C'est horrible. Ne soyez pas comme ça. Un soir, on se parle suffisamment pour basculer sur WhatsApp. On échange pendant 2 semaines, mais elle me dit « Ah désolé, en fait ça va pas le faire, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. » Pas de soucis, je me mets dans la peau du finaliste de Top Chef qui déclare que ok, il a pas gagné, mais que c'était une belle aventure humaine, et je passe à autre chose. J'aime beaucoup l'humour. 2 semaines après, elle m'envoie « Coucou ». Je sais pas pourquoi je le dis comme ça, « Coucou ». Je m'attendais à ce que ce soit court vu que elle faisait que des messages courts, mais non. Elle dit donc « Coucou, je veux te rencontrer en fait, je te jure, t'es pas un plan B, mais on peut se rencontrer samedi. » En fait, le gars que j'ai rencontré a trop retourné sa veste, je l'ai bloqué, marre de tomber tout le temps sur le même profil, etc. Rire machiavélique. Ça se passe très bien dans ma vie personnelle, je n'ai aucune raison d'y aller et je sais que ça va être claqué, mais j'ai envie de rigoler, je suis libre ce samedi et allez, j'avoue, j'ai repensé à ce groupe. C'est clairement à cause de vous que j'y suis allée. Donc le mec qui est allé en se disant je sais que je vais passer un mauvais moment, mais je vais pouvoir le raconter. Merci de vivre pour nous. J'entre dans le bar en étant au final crevée de ma journée. L'adjectif végétal ne désignait pas que les plantes ce soir-là, mais j'adore son humour. On aborde les sujets classiques, on parle même culture, de Picasso notamment. Je lui ai dit que j'ai vu tous ses films, mais elle ne réagit pas. Sauf que j'ai la sensation qu'elle coche des cases, avec des questions bizarres auxquelles ma fatigue me fait répondre sans réfléchir. Elle veut savoir par exemple la taille de mon père, s'il est chauve, si j'ai des gens atteints de maladies génétiques dans ma famille, c'est pas possible. Pas si frontalement, hein, mais tout de même. Elle me pose aussi une question sur l'éducation que je donnerais à mes gosses et elle retire très vite le conditionnel prudent qui mitige ma réponse. Bah je ferais peut-être ça. Ah oui, tu feras ça? C'est horrible. Non, c'est horrible. Elle me demande en vrac, sans me laisser développer, ce que je pense de tel ou tel fait de société. C'est quasiment du bien, pas bien. Je n'ai pas honte de défendre des positions courageuses en déclarant que la guerre c'est moche, mais ça va très vite. Là aussi, on dirait qu'elle coche mentalement des cases sur un questionnaire. Je suis sûre qu'elle avait vraiment une checklist dans sa tête et que, comme il dit, elle cochait des cases. C'est sûr et certain. Y a pas de place pour le hasard. J'apprends finalement cash que si ça marche entre nous, je devrais emménager chez elle dans 3 mois et qu'on se verra 2 jours par semaine d'ici là avant d'en dégager un 3e à partir du 2e mois. Oui, tout est prévu. Je suis en train de parler à quelqu'un qui prévoit sa vie amoureuse en restant au planning sur un tableur Excel. C'est horrible. C'est légèrement oppressant. C'est plus que légèrement oppressant. Je me sens déjà bridée dans mes libertés fondamentales quand le feu passe au rouge, alors là, imaginez. En lui tirant un peu les verres du nez, je découvre un truc qu'elle n'avait pas prévu de dire si vite. Elle a déjà une date pour concevoir un enfant. Oui, quelle que soit l'identité du père, c'est déjà coché sur le calendrier. Ce sera en juillet 2023. Nous sommes en novembre 2022, ce qui donne à peu près ce dialogue reconstitué. Donc si quelqu'un te rencontre ce soir ou dans 2 mois et que ça marche bien, il doit tout de suite accepter l'idée qu'il sera père en 2024. Voilà, c'est ça. Et si j'ai personne à ce moment-là, je ferai une PMA. Ouais, elle est décidée de ouf. En fait, elle veut pas d'un compagnon dans sa vie, elle veut un géniteur, c'est tout. Enfin, un géniteur pour son enfant. Et pourquoi tu ne l'as pas marqué sur ton profil? Les hommes qui veulent faire des gosses très vite à n'importe qui, je suis sûre qu'il y en a, c'est horrible. Ah mais non, je veux pas prendre n'importe qui, je veux une vraie relation amoureuse. Ok, non madame, non madame. Enfin peut-être, mais très bizarre quand même. Tu veux donc qu'un parfait inconnu tombe amoureux de toi dans les délais que tu lui imposes pour qu'il te fasse très naturellement un gosse 8 mois après? C'est ambitieux. Écoute, toutes mes amies ont déjà des enfants et elles sont là où elles voulaient arriver dans leur vie. Alors, mais tu as peut-être peur de l'engagement. Non madame, il n'est pas question de peur de l'engagement à ce stade, c'est peur des psychopathes. Point, c'est tout. Après, je suis souple. Quand je dis j'emménage 3 mois après avec l'homme que je rencontre, c'est pas rigide, je peux aussi m'adapter. Ouais, mais c'est pas en changeant de thermomètre que tu vas changer la température. Ton plan va juste te mettre mal à l'aise 60% d'avec. Je connaissais pas cette expression de thermomètre. Hein, pourquoi? Je lui révèle finalement que ma vision du bonheur n'est pas de voir mes hypothétiques gosses en week-end sur 2 plus les vacances scolaires, et c'est totalement ce qui se passera avec ce traquenard, et on se quitte en bons termes. J'ai rarement vu un date claqué venir d'aussi loin. Ah, et puis elle m'a bloqué le lendemain en fait. Elle doit en avoir marre de tomber toujours sur le même profil. Eh ben écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. J'ai quand même beaucoup ri sur certaines anecdotes. Il y en a certaines qui étaient vraiment pas folichonnes, mais ma foi, je ferai le tri en montage. J'espère que cet épisode vous a régalé. J'espère que si vous étiez peut-être des anciens, entre les 2 tondus, 3 pelés qui me regardaient, vous êtes encore là, faites-moi signe si c'est le cas. Moi, je vais me préparer psychologiquement à aller affronter la pluie de la Belgique. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!